je c'est ça que j'avais oublié de faire. Ce panel, j'ai fait en sorte que l'affichage, il soit que les intervenants et intervenantes. Donc, merci de ne pas allumer votre caméra, comme ça sera enregistré que nous. Donc, je disais, on a Solène Brun, fellow de compatriote haïtienne, qui est actuellement chercheuse postdoctorante à l'Institut Convergence Migration au CNRS. Elle est coordinatrice scientifique du département Intergère, Intégration, Discrimination. Sa thèse intitulée Troubles dans la race, construction et négociation des frontières sociales dans deux types de familles mixtes en France, porté sur l'étude croisée des deux configurations familiales dans lesquelles la mixité raciale est particulièrement saillante, les familles ayant recours à l'adoption internationale et les familles formées par des couples mixtes. Elle est chercheuse associée à l'Observatoire Sociologie du changement et elle est d'ailleurs chargée du cours à l'Université Paris 8 où elle enseigne sociologie de la race dans le master migration Paris 1 EHESS. Nous avons Kautar Archi, qui est chercheuse en sociologie, CELRIS Paris Descartes. Sa thèse publiée sous le titre Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, des écrivains. Son livre, qui est issu de sa thèse, pardon, Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne, des écrivains à l'épreuve, est paru en 2016 à Fayard et qui sera bientôt publié en anglais aux presses universitaires de Liverpool, traite de la consécration littéraire comme une forme paradoxale de domination en situation postcoloniale. Kautar Archi travaille actuellement sur la fabrication littéraire de la blanchité et publiera un article titré Une carte d'identité littéraire, l'invention de l'écrivain beurre dans la France des années 1980 dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, et son livre vient de paraître aux éditions Actes Sud, Comme nous existons. Rose Ndeg est actuellement professeur adjoint à Glendon York University au Canada. Rose est chercheuse en sciences politiques et en histoire de l'Afrique. Elle est titulaire d'une maîtrise en sociologie politique à l'IEP de Lyon et d'un doctorat en histoire de l'Afrique de l'université Paris 7 Diderot. Ses recherches participent à la construction du champ émergent des études féministes noires, émergent bien sûr en France, parce que c'est compliqué la France, dont elle explore les contours dans une perspective pluridisciplinaire et en partant une attention particulière aux mobilisations des femmes africaines et afrodescendantes en contexte colonial et postcolonial. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues académiques et elle travaille actuellement sur un ouvrage intitulé Incivilité subalterne en postcolonie, les mobilisations des Camerounaises dans les années 1950 aux années 2000. Et enfin, mon très cher Malek de la revue ACG, Malek qui a un diplôme, un master en études de genre, étudie les cultures et communications, rapport ratio de sexe, race et classe à l'université Paris 8. Ses travaux portent sur les médias qui s'adressent au public migrant après avoir travaillé sur l'homonationalisme et les enjeux de sa circulation en France. Et Malek est actuellement le rédacteur en chef de la revue poétique sur l'intersectionnalité ACG, Citadelle des résistances. Donc, super panel, que des numéros 10, comme dirait un célèbre rappeur français, que des numéros 10 dans cette team. Et on va commencer tout de suite avec cette notion d'intersectionnalité. Comme je l'ai dit, ce panel, il va vraiment se focaliser sur la circulation, sur les ruptures, sur les clashs et sur les chemins qui se séparent avec cette prise en compte du contexte dans le contexte français qui est un peu compliqué. Ça, c'est un doux euphémisme. Donc, on va commencer avec Solène, à qui j'aimerais demander comment intersectionnalité, comme on a vu, comme on ne va pas vraiment se focaliser sur la définition, comment il est utilisé comme un valise pour parler, sans en parler, d'un problème qui est aussi vu comme un non-problème, vu qu'il n'existe pas en France,
à la question raciale, Solène. Merci beaucoup, Fania. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très honorée de faire partie de ce beau panel et de cette discussion. Et j'ai hâte, du coup, de discuter aussi avec toutes les personnes qui sont connectées. Donc, merci à vous tous et tous. Et merci évidemment aux organisateurs, organisatrices de cette journée. Donc, pour répondre à la question de Fania, en effet, je me disais que j'allais commencer par rappeler cette intervention du président de la République française, Emmanuel Macron, qui le 1er juillet dernier, donc au début de l'été, accordait une interview au magazine féminin à grand tirage Elle en France. Et dedans, en se déclarant universaliste, il affirme d'emblée refuser ce qu'il appelle, je cite, la logique intersectionnelle, au motif, selon lui, qu'elle fracture tout. Tout de suite, il ajoute, comme un écho à ses propos tenus quelques mois auparavant, qu'il s'inquiète de voir, je cite à nouveau, la société se racialiser. Quelques mois auparavant, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, appelé à commenter l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty à Sainte-Honorine en banlieue parisienne, déclarait, donc je cite longue citation de notre ministre de l'Éducation, « Il y a un combat à mener contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles qui veulent essentialiser les communautés et les identités au sein de notre modèle républicain qui, lui, postule l'égalité entre les êtres humains. C'est le terreau d'une fragmentation de notre société et d'une vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes. Cette réalité a gangréné notamment une partie non négligeable des sciences sociales françaises. » Depuis plusieurs années, en fait, l'intersectionnalité est brandie dans le monde médiatico-politique comme un mot repoussoir, tantôt écrite comme participant d'une invasion, entre guillemets, des universités, voire d'une fièvre, parfois même d'une maladie se propageant dangereusement. Le mot, qui n'est évidemment jamais défini par ses détracteurs, est utilisé comme un symbole de, au choix, la guerre des identités, la cancel culture ou le wokisme plus récemment. Le fait de ne jamais le définir et de refuser de le discuter sérieusement comme on le ferait d'un autre concept de sciences sociales fait évidemment partie de la stratégie. Il s'agit de lui refuser toute prétention scientifique et donc de le disqualifier a priori comme un terme uniquement militant et qui ne mériterait pas sa place dans les sciences sociales. Et au-delà des indignations politiques et des emballements médiatiques, le concept d'intersectionnalité a également fait l'objet d'un renouveau de critiques dans le champ des sciences sociales françaises elles-mêmes. Et à ce sujet, 2 éléments, à mon avis, sont frappants, au moins. Premièrement, la méconnaissance manifeste du concept de l'outil et de ce qu'il signifie par celles et ceux qui prétendent le combattre. Et deuxièmement, la manière dont le concept d'intersectionnalité semble être, en effet, comme du coup le disait Fania, constamment rabattu sur celui de race. Ainsi, dans leur ouvrage qui a connu un certain succès médiatique au début de l'an dernier, le sociologue Stéphane Beau et l'historien Gérard Noiriel écrivent, je cite, « Le langage racialisant qui présente la couleur de peau comme la variable déterminant l'ensemble des pratiques économiques, sociales et culturelles de nos concitoyens écrase la complexité et la finesse des relations sociales et des rapports de pouvoir. » Ce qui semble poser problème aux 2 chercheurs n'est donc pas l'articulation des rapports sociaux, qu'ils semblent en fait eux-mêmes, n'étant pas un paradoxe près, il me semble, appelés de leur vœu, mais bien ce qu'ils appellent le langage racialisant. Un autre sociologue, Gérald Bronner, professeur à l'Université de Paris, résume la pensée de ce que lui appelle les intersectionnels en ces termes, citation, « Ils, donc les fameux intersectionnels, visent à segmenter, à fragmenter nos identités et nous disent que finalement, nous n'arrivons pas à nous comprendre les uns les autres. Si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas comprendre un noir. » Ce serait la pensée intersectionnelle, la pensée des intersectionnels, selon Gérard Bronner. À nouveau, c'est la fragmentation des identités et la prétendue fragmentation qui est pointée, mais surtout, il me semble, la question raciale qui est mise en cause. À ce sujet, en 2019, des chercheurs et chercheuses françaises tentent de publier un numéro spécial sur la question de l'intersectionnalité.
Ce qui est intéressant, c'est que le dossier comporte 5 articles et une introduction signée par 11 chercheurs et chercheuses en sociologie et en sciences politiques, la plupart en poste dans des universités françaises ou au CNRS. 4 articles sur 5 portent spécifiquement sur la question raciale, plus que sur l'intersectionnalité elle-même. D'abord refusé par la revue en ligne La Vie des idées, le numéro est publié par la revue Mouvement en ligne. Et dès sa mise en ligne, le numéro est signalé par assez d'usagers et d'usagères de Facebook pour qu'il soit censuré. En plusieurs jours, impossible de partager donc, ce dossier de recherche en sciences sociales via le réseau social. Qu'est-ce qui explique qu'un concept vieux de plus de 30 ans suscite aujourd'hui autant d'émotions dans l'espace du débat public, mais au sein du monde académique? Hypothèse que du coup, j'aimerais avancer ici et évidemment proposer au débat et à la discussion, et que, en partie, les attaques contre l'intersectionnalité, et je mets des guillemets évidemment pour souligner que, encore une fois, il n'est jamais défini précisément ce concept, seraient en fait des attaques contre un autre concept, celui de race. Il ne s'agit évidemment pas de dire ici que la question du genre ne rencontrerait plus aucune opposition aujourd'hui, mais de pointer par contre que les études de genre, après avoir rencontré de longues et persistantes résistances, en particulier en France, sont aujourd'hui relativement installées dans le champ des sciences sociales françaises. Les chercheurs sont recrutés sur le sujet, des départements, des diplômes sur le genre existent, se sont développés à peu. La race, elle, en revanche, ne bénéficie toujours pas d'une acceptation générale comme concept ou comme catégorie d'analyse valide. Plus, elle ne cesse de susciter des polémiques, des attaques virulentes. Des collègues sont harcelés, constamment empêchés dans leurs travaux, dénoncés publiquement comme des militants ou des militantes qui instrumentalisent leur discipline scientifique à des fins de manipulation. Des appels au licenciement, à la censure sont publiés. Et quoi qu'en disent les médias, les cours sur la race à l'université sont en France rarissimes. Souvent, justement, le concept est adossé à celui d'intersectionnalité pour qu'il passe un peu mieux, peut-être, où des euphémismes sont trouvés. On parle de discrimination, d'ethnicité, de racisme, mais toujours pas de race. L'intense débat public autour de la question d'intersectionnalité, les attaques sur les chercheurs et chercheuses en sciences sociales, débutent, il me semble, véritablement il y a 3 ans, avec en gros plusieurs éléments concomitants. Je vais passer rapidement, mais à la rentrée 2018, il y a en fait un colloque qui est organisé à l'Université Paris 7, qui s'intitule « Racisme et discrimination raciale de l'école à l'université ». Et immédiatement après son annonce, des collègues s'en saisissent et appellent à la censure dans les colonnes du Figaro, dans une tribune qui s'appelle « Le racialisme indigéniste gangrène l'université ». Et quelques semaines plus tard, l'historien Gérard Noiriel, que j'ai cité tout à l'heure, publie un article sur son blog intitulé « Réflexion sur la gauche identitaire », où il reprend en fait une expression du professeur Marc Lilla, donc prof à l'Université de Columbia à New York, qui du coup a publié sur cette fameuse gauche identitaire. Et c'est cet article de blog qui va susciter le dossier d'un mouvement. En novembre 2018, donc un mois encore après, 80 universitaires français et françaises signent une tribune dans Le Point pour dénoncer ce qu'ils nomment le décolonialisme, mouvement de pensée qui réactive selon eux l'idée de race, évidemment avec des guillemets, et ils appellent les autorités publiques, les directions d'universités, d'institutions culturelles, etc., à la censure. Donc en 2018-2019, pour finir, on qualifie surtout de décolonial ou de racialiste toute recherche qui mobilise le concept critique de race. Aujourd'hui en France, on parle d'islamo-gauchisme, on parle de thèse intersectionnelle. Les termes changent, mais l'ennemi, pour reprendre le titre de la table ronde, ne bouge pas. Ce qui est dans le viseur des pouvoirs publics et d'une partie du champ académique, c'est de manière prioritaire les théories critiques de la race. Les études de genre, en particulier, peuvent être respectables à condition qu'elles ne soient pas précisément intersectionnelles, comprendre qu'elles ne traitent pas en même temps du rapport social de race. Et ce que je dis du genre est aussi valable pour d'autres rapports sociaux marginalisés, comme la sexualité, le handicap, d'autres rapports sociaux, aussi tout à fait installés comme celui de classe. Et c'est bien le croisement avec la race qui pose problème, parce que, in fine, c'est ce rapport social entre tous qu'on refuse de voir. Et pour du coup conclure sur un dernier mot et pour ouvrir la discussion, je pense aussi que du coup ça doit nous appeler, nous, chercheurs et chercheuses, à peut-être réfléchir à imposer nos propres termes, pas seulement répondre à ceux que nous opposent nos détracteurs, et a fortiori quand ils sont aussi nébuleux que cela, et donc peut-être aussi à se réclamer plus clairement des études critiques de la race en France. Merci beaucoup.
merci beaucoup Solène. Je vais rebondir sur ce que tu disais justement sur le fait que l'intersectionnalité est un mot valise qui sert à dire principalement on parle de la race en France et aussi mais ça on y reviendra après, hein, c'est qui est-ce qui parle de la race en France parce que je pense que les études sur les autres ont été faites par des chercheurs majoritairement blancs en France, ça arrive souvent, mais que même si des procès leur en sont faits, excuse my French, je sais pas si on dit comme ça, ils ne sont pas faits sur les mêmes modalités que lorsque ces chercheurs s'appellent Marwan Mohamed, Sylan Larcher, Abdelhaji Najad, Maboula Soro ou Mame Fatou Ndiaye. Donc, ça, on en parlera plus tard avec Rose. Mais là, je vais aussi, rebondir sur un genre de paradoxe qui n'est pas un paradoxe, qui est juste un paradoxe en surface. Tout est à l'air paradoxal en surface quand on parle du contexte français, mais qui fait un sens. C'est qu'en même temps, intersectionnalité, islamo-gauchisme, décolonial, indigéniste, qu'est-ce qu'ils avaient dit encore, non-mixité, passion zéro de la non-mixité, tout ça, ça veut dire, on parle de la race. Mais on a un mouvement aussi pour reprendre le titre d'un des articles et des idées de Sirma Bir, de blanchiment de l'intersectionnalité. Et ça, c'est Kautar qui va nous en parler comment s'appelle, avec cette idée de blanchiment de l'intersectionnalité et comment en même temps, on ne veut pas parler de la race, en même temps, on blanchit l'intersectionnalité en retirant la notion centrale de l'intersectionnalité, c'est-à-dire la question raciale, où on a vu la multiplication de choses, mais ça, c'est pas vraiment en France, c'est plus au Canada, qui est aussi un autre endroit particulier, où on peut avoir des notions comme personne intersectionnelle. Ce que ça veut dire, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, Kautar, le floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de cette rencontre. C'est effectivement plus que jamais important d'échanger ensemble et d'essayer de partager nos expériences respectives. Donc, je suis très heureuse, très honorée d'être avec vous. Donc, mon intervention va se situer dans le droit fil de ce que Solène Brun a pu nous exposer. Et disons que le point à partir duquel je pars est précisément celui où Solène Brun s'est arrêtée, c'est-à-dire effectivement l'identification de la problématique dite intersectionnelle, avec tout ce que l'on peut mettre dans l'intersectionnel comme faisant débat, comme étant source de controverse, du fait même que, on pourrait dire, sous le tapis de l'intersectionnalité se cacherait la question raciale. Et j'utilise presque à dessein ici l'idée de tapis de l'intersectionnalité, parce qu'il me semble effectivement qu'il y a quelque chose dans les formes de représentation qui circulent actuellement en France, mais qui sont aussi extrêmement anciennes, qui sont des héritages coloniaux qui ont véritablement pénétré dans les imaginaires au sein desquels nous évoluons, mais l'idée selon laquelle effectivement il y aurait quelque chose du côté de la race, quelque chose du côté de la critique, du racisme, qui relèverait d'une forme de souillure, qui relèverait d'une forme de saleté, d'une forme de poussière qu'il faudrait absolument cacher par-dessus tout. Il y aurait une urgence, entre guillemets, à une forme de nettoyage symbolique et de nettoyage quasi intellectuel. Et cette question-là de la purification de l'espace public au sens quasi anthropologique du terme, c'est-à-dire véritablement considérer qu'il y a quelque chose dans la race qui est sale, qui est quelque chose qui nous abîme, qui est quelque chose qui salit
l'esprit républicain, qui s'allie la logique colorblind de la nation française, etc., me semble vraiment être nécessaire pour essayer de penser ici ce que serait cette idée de blanchiment de, de l'intersectionnalité. Et le terme blanchiment, et encore une fois, tout ça, ce sont simplement des éléments de réflexion, et bien sûr, cela fera l'objet d'échanges avec vous par la suite, mais on peut le prendre au double sens du terme, bien sûr, avec cette idée, encore une fois, de la blancheur, du blanc, qui renverrait à un idéal de pureté, qui renverrait à un idéal d'innocence, qui renverrait un idéal de candeur, là où le noir ou la couleur noire, au contraire, renverrait à des choses inverses. Donc, quand on parle ici de blanchiment de la question intersectionnelle, bien évidemment, il y a l'article extrêmement important de Sirma Bilge, et dans cet article, Sirma Bilge définit pour sa part le blanchiment en écrivant: par blanchiment, je fais référence à un ensemble de discours et de pratiques qui évacuent la pensée critique raciale de l'appareillage actuel de l'intersectionnalité et marginalisent les personnes racialisées comme productrices des savoirs intersectionnels des débats et des espaces universitaires contemporains, ainsi qu'à une façon de faire la science qui consolide l'hégémonie au lieu de la déstabiliser. Donc en fait, à partir de cette définition quasi programmatique de Sirma Bilge, on voit bien qu'il y a deux éléments qui progressivement apparaissent, et ces deux éléments, on peut les appréhender sous la forme d'espace. La question de l'espace public, l'espace citoyen, tel qu'il peut être cadré à la fois par les autorités publiques, à la fois par les autorités médiatiques, mais aussi par ce que Nancy Fraser peut appeler les contre-publics. Donc ici, la question des publics qui décident de ne pas faire corps avec les discours dominants et qui empruntent, par exemple, le chemin des réseaux sociaux pour faire entendre une autre voix, pour faire entendre une autre compréhension de leur propre vécu. Et le second espace, qui est l'espace académique, qui est un espace sur lequel on pourra revenir, parce que la question me semble se poser de manière évidemment très forte, mais qui a un espace en France en particulier qui continue d'être traversé par ce qu'on pourrait appeler des formes de colonialité du savoir, c'est-à-dire que la définition du savoir est elle-même endettée par un héritage colonial qui fait que certains savoirs sont jugés légitimes et d'autres sont jugés illégitimes du fait même de l'inégalité des ressources, mais aussi l'inégalité des formes de respectabilité qui sont accordées aux chercheurs et aux chercheuses en question, selon bien sûr leurs propriétés sociales et leur forme, leur type de racialisation, par exemple. Donc la question du blanchiment de la question intersectionnelle, ce serait finalement un ensemble de discours et un ensemble de pratiques qui sont portés par des acteurs et des actrices. Et comme le disait Fania, cette question des acteurs et des actrices, elle est importante, et on y reviendra par la suite. Mais tout cela pose la question des tentatives collectives de neutralisation de la question raciale. Autrement dit, comment est-ce que l'on fait pour tenter de faire sortir de chez soi quelque chose que l'on juge être pas à sa place. Et c'est la fameuse définition que Marie Douglas, par exemple, va donner de la question de la souillure. Quand de la terre est à l'extérieur, ça ne vous gêne pas. Quand de la terre est à l'intérieur de votre salle de bain, ça vous est absolument insupportable. Il me semble que dans la question du blanchiment de l'intersectionnalité, il y a cette tentative, il y a cette idée, cette forme d'idéologie extrêmement forte qu'il faut remettre les choses à leur place. Et cette idée de remettre les choses à leur place, elle me semble pouvoir être déclinée à plusieurs niveaux. La question raciale, par exemple, est souvent une question raciale que des individus, des institutions vont tenter de remettre à sa place, c'est-à-dire vont tenter de la défranciser, vont tenter de la dénationaliser en la renationalisant aux États-Unis ou la renationalisant au Brésil, par exemple, dans des pays qui apparemment, eux, seraient
complètement constituée par la question raciale, là où la France, au contraire, serait l'exception absolue. Mais à un autre niveau, on peut aussi considérer que cette idée de remettre les choses à leur place et donc de les dépolitiser revient aussi à remettre à leur place, donc plutôt du côté des marges et des invisibilités, les individus, chercheurs en l'occurrence, mais aussi les militants, mais aussi les membres d'associations, cette sorte de galaxie critique et oppositionnelle qui tente à chaque fois de venir et de remettre la question raciale au centre du débat et par là de recentraliser la question de l'intersectionnalité. Et ces tensions-là entre des forces hégémoniques qui poussent à extérioriser la question raciale pour la dépolitiser et pour affirmer le déni et pour affirmer sa non-existence, appellent en retour des pratiques et des discours de recentralisation, de remise au centre de la table cette question de la race et cette question de l'intersectionnalité. Donc le fait de vouloir blanchir, le fait de mettre en place des stratégies pour ôter à la question raciale à la fois sa dimension d'outillage, mais aussi sa dimension militante, me semble être quelque chose qu'il faudrait à chaque fois parvenir à penser, c'est-à-dire parvenir à penser à la fois ce que l'intersectionnalité comme outil permet de réaliser, mais de comprendre que cette forme de réalisation, elle est toujours hantée, elle est toujours escortée par une sorte de garde républicaine qui œuvre à l'amoindrir jusqu'à œuvrer en fait à détruire son pouvoir critique et ses élans, voire même ses espoirs de transformation sociale tendue vers la justice et vers l'égalité. Donc, c'est quelques éléments qui, comme vous le voyez, sont des éléments qui relèvent encore grandement d'hypothèses que je pose simplement pour échanger avec vous. Mais il me semble que cette question de la tension pose aussi en creux, et je terminerai sur cela, sur la question des formes de non-reconnaissance du savoir tel qu'il est produit en dehors de l'université française, puisque si on peut considérer que c'est à l'intérieur de cette institution que les forces du blanchiment sont les plus fortes, cela pose la question du lieu à partir duquel ces formes et ces forces puissent être contraintes. Et je ne suis pas sûre que ce soit toujours uniquement à l'intérieur de l'université que cela doit être fait, ce qui repose la question du militantisme, ce qui repose la question du travail organisationnel, politique. Et je terminerai sur cela. Il me semble qu'essayer de penser ces choses-là ensemble, c'est aussi aller contre une définition occidentalo-centrée du savoir, et c'est réhabiliter des formes beaucoup plus égalitaires de la production des connaissances. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Kautar. Merci, ça va me permettre de faire... on va pas tout de suite aller de l'avant avec ce que tu as dit, on va faire un pas, on va aller un peu en arrière dans ce que tu as dit sur la question de la légitimité de qui est-ce qui parle. Et ensuite, on ira en avant avec Malek justement sur la production de savoir en marge, avec Malek, rédacteur en chef de ACG. Mais d'abord, on va aller avec toi, Rose, sur la question de la légitimité, c'est-à-dire des procès en légitimité qui sont faits à des acteurs spécifiques. Là, on ne va pas parler à tout parce que je sais qu'il y a eu des débats, et enfin, il y a des désaccords, mais en fait, pas des désaccords entre nous, mais je pense qu'on est tous d'accord pour être en désaccord avec certains qui disent que
tous les universitaires sont attaqués, nonobstant de qui ils sont, c'est-à-dire sans et la positionnalité qui est vraiment quelque chose que on n'aime pas trop dans l'université française, mais nonobstant de qui ils sont, de ce qu'ils font, etc. Et de mettre sur un pied d'égalité les attaques que subissent les universitaires et les attaques que peuvent subir des militants qui n'ont pas d'institution pour les protéger. Et même à l'intérieur de l'université, qui est-ce qui peut garder son poste même quand il subit des attaques et qui est-ce qui, bon, on ne peut pas garder son poste parce que d'abord, il n'avait pas de poste. Donc voilà, au moins, au moins c'est clair. Donc, Rose va nous parler de ça, de ces procès en légitimité sur des concepts donc, qui sont des concepts qui tendent la question raciale en France et en fonction de qui est-ce qui parle. Donc, à toi le floor, Rose. Super. Merci beaucoup, Fania. Merci à l'équipe qui a organisé toute la conférence et merci particulièrement à toi qui m'a pris avec toi et m'a dit « Je veux que tu montes dans le wagon avec moi et qu'on mène ce train ensemble. » Donc, merci beaucoup et merci à toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, c'est très bien parce que finalement, ça s'articule bien. Moi, je vais donc prendre le relais où Kautar s'est arrêté sur cette question de la non-reconnaissance des savoirs dans l'espace universitaire français en fonction justement de où ils sont produits et de qui les produit. Et là, en fait, je vais repartir pour comprendre un peu, je vais essayer d'être assez brève, mais claire. Il faut que je reparte du coup de mon expérience parce que en fait, c'est à partir de là que moi, j'ai compris les enjeux politiques de la production des savoirs et de l'épistémologie en France, puisque moi, il se trouve que j'ai travaillé sur un article justement où je dois revenir sur ma trajectoire et je me suis rendu compte en travaillant sur cet article comme dans un précédent propos que j'avais fait dans un séminaire que mon cheminement est en fait à mi-chemin entre l'exceptionnalité sur le plan racial, donc en tant que femme noire en France à l'université qui finalement arrive à faire carrière avec beaucoup d'acharnement, mais il y a aussi, je pense, parfois je me dis, ma trajectoire, il doit y avoir certains malentendus. Et donc, j'arrive à faire carrière. Et donc, il y a un côté où, statistiquement, je suis une sorte d'exception. Mais si on regarde mes propriétés sociales et toute ma trajectoire, en fait, je me rapproche plus de ce que Bourdieu a appelé la reproduction sociale, puisque je viens de familles où il y a ce qu'on appelle des intellectuels d'une classe moyenne au Cameroun, etc. Et donc, moi, c'est en 2008 qu'en fait, le shift se produit parce que jusque-là, moi, je me pense comme égale. Alors, je suis africaine migrante, OK. Le plus gros du racisme que je subis frontalement et que d'autres avec moi subissent frontalement, que je dois subir, c'est à la préfecture, quand on renouvelle nos papiers. Et jusqu'à l'université, je n'avais pas perçu, enfin, en tout cas, je pense que je n'en étais pas consciente, je n'avais pas déconstruit tout ce qui s'y passait. Et donc, quand je décide de travailler sur un collectif qui s'appelle les féministes indigènes, qui était un collectif de féministes proches du Parti des indigènes de la République, c'est à ce moment-là qu'en fait, je découvre la violence politique du gatekeeping, si je peux me permettre l'expression en anglais, des universitaires français et notamment des universitaires blanches françaises. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant parce qu'on aurait pu penser à une sororité, on aurait pu penser à ce que dans cet espace-là, elle soit ouverte à écouter d'autres discours féministes. Et il se trouve que, en fait, moi, je mène mon mémoire avec des enquêtés qui étaient très circonspects du fait que je puisse mener ce mémoire et qui n'ont pas arrêté de me prévenir que ça risquait de ne pas bien se passer. Et moi, j'étais dans l'illusion de la neutralité scientifique, là, qui est assez bien déconstruit par Maboula Soumaoro dans son ouvrage le triangle et l'hexagone, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour réfléchir à cette question-là et monter en généralité. Et il se trouve qu'au moment où je dois soutenir ce mémoire-là, c'est à ce moment-là, en fait, que vraiment tout se dévoile à moi parce que, par exemple, j'avais déjà trouvé une directrice de thèse qui devait être la rapportrice de ma soutenance, qui, quand elle reçoit mon mémoire, elle envoie un message à une de mes co-directrices en lui disant que c'était inadmissible mon mémoire et qu'elle n'allait pas venir à ma soutenance parce qu'elle ne pouvait pas soutenir, je cite, un mémoire qui critique le féminisme blanc.
Donc là, je tombe des nues. Et puis pendant ma soutenance, c'est vraiment, enfin moi, j'assiste à ce que j'appelle une sorte de vrai procès et non pas à une soutenance parce que, alors je vous rappelle, on est en 2009, 2008-2009, donc il y a très peu de production française sur ces questions justement de théorie critique de la race, d'intersectionnalité. Moi, je découvre justement Black Feminist Thought de Patricia Hill Collins qui s'avère être une révélation pour moi. Et donc, je mobilise beaucoup la littérature des penseuses africaines américaines, parce qu'en plus, mes enquêtés s'y réfèrent. Et jusque-là, moi, mon travail, je l'avais vraiment pensé comme une explicitation de leur positionnement. C'est-à-dire que moi-même, je n'avais pas encore fait le cheminement pour savoir où est-ce que je me situais là-dedans. Mais je trouvais intéressant ce qu'elle disait. Je trouvais que c'était intéressant que dans l'espace académique, on puisse entendre. Et en fait, ce qui m'a été reproché, c'est le fait que je prenais position pour elles, pour leur discours, là où moi-même, en fait, à cette époque-là, je ne savais pas quelle était ma position. Je savais juste que c'était intéressant et qu'il fallait que moi, j'arrive à essayer de détricoter pour faire entendre ce discours-là. Et donc, j'ai jamais vraiment été critiquée ni sur le plan scientifique de mon travail, mais il y a vraiment ce soupçon de connivence. Et donc, j'ai compris, chemin faisant, que le procès qui m'était fait, c'était un procès en illégitimité. Que, en fait, dans ces espaces-là, quand il faut que les autres parlent de nous, et là, dans ce nous, je m'inclus, c'est le nous des racisés, c'est le nous des personnes noires, des personnes maghrébines et des personnes non blanches en général, ça passe. Et là, on revient à ce que Fania disait sur, c'est pas les mêmes conséquences. J'ai compris qu'en fait, comme dit Maboula Soumaro, quand elle raconte dans son ouvrage qu'à un moment donné, elle sent que son corps noir entre dans la conversation qu'elle a avec sa directrice de thèse, sans toutefois que la directrice de thèse le dise explicitement. Et bien à ce moment-là, je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que mon corps de femme noire, mon nom de femme camerounaise, c'est-à-dire que moi, je me revendique comme migrante, d'autant plus que vraiment, même juridiquement, je suis toujours camerounaise. Donc, j'ai compris qu'en fait, dans la conversation de tout ce processus de recherche et de tout le processus de la soutenance, il y avait donc cette part d'identité à moi que moi, je gérais sans problème et je ne pensais pas que ça posait problème, mais qui a été posé problème parce que c'est ce qui posait problème pour mes interlocutrices, parce qu'il s'agissait pour elles de maintenir ce que Lélia Gonzalez appelle le privilège épistémique qui permet de déterminer les procédés de validation du savoir. Et en fait, ce privilège épistémique était pour moi ici associé à ces femmes blanches qui avaient des postes statutaires et donc qui ne risquaient rien et donc qui, en fait, en l'espace d'un instant, ont vraiment changé ma vie. Et cet épisode, en fait, m'a amené du coup à réfléchir sur cette question. C'est à partir de là que je commence vraiment à réfléchir de manière moins académique et blanche, parce qu'en fait, on va dire que l'université blanche, ce qu'elle nous vend, c'est justement une production du savoir détaché, désincarné, mais en fait incarné par la blanchité, et où j'ai décidé d'assumer la dimension politique de l'épistémologie que je propose, d'épistémologie que je mobilise, puisque de toutes les façons, même si moi je ne l'assume pas, on va me l'assigner. Et donc moi, je n'ai pas le privilège d'invisibilité. Moi, quand je dis moi, c'est nous, en fait, les racisés, nous, les non-blancs, on n'a pas le privilège d'invisibilité. Et donc, de partir sur une idée d'assumer, en fait, une position politique dans la production des savoirs. Et donc, je pense que mon temps est passé et je m'arrête là. Merci beaucoup Rose. Et ça fait la transition très bien avec Malek. Malek qui va nous parler d'un autre type de procès en légitimité, mais depuis les marges, d'autres types de marges et hors institution mais ça, ce sera qu'on va continuer la discussion que je réponds avec Malek, mais Malek va parler de la circulation d'un contexte entre les marges et le centre qui est l'homonationalisme et comment cette circulation, du même que la circulation de l'intersectionnalité, a créé des fractures entre l'université et le monde militant, dans le monde militant, à l'université, enfin dans tous les sens, comme on dit, c'était un peu un bourbier. Donc Malek, c'est à toi.
Merci beaucoup, Fania, pour cette introduction. Je vais essayer aussi de tisser ce que j'avais préparé avec ce qui a été dit précédemment. Je pense que tout ça, ça nous renvoie à ce que Edward Said disait à propos des théories voyageuses, à savoir que leur contenu et leur portée ne sont pas déterminés à l'avance, en l'occurrence en ce qui concerne l'intersectionnalité. Et du coup, pour ce qui est de la construction de l'intersectionnalité comme un ennemi intérieur et même extérieur, parce qu'il y a aussi cette logique de l'importation, etc., ça suit les lignes habituelles de la scandalisation des savoirs et pratiques antiracistes, le déni de la race et du racisme, la disqualification qui consiste à saisir l'intersectionnalité comme une idéologie militante, voire raciste, une particularisation qui consiste à renvoyer ces enjeux à une extériorité spatiale, voilà, avec cette idée d'importation. Donc, je rejoins Solène Brun sur le fait que ce qui pose problème avec l'intersectionnalité, c'est bien la race. Et je crois que la circulation du concept de monationalisme, ce qu'elle peut nous permettre de saisir, c'est peut-être le titre de ce panel, à savoir qui saisit l'intersectionnalité comme un nouvel ennemi intérieur, et notamment le caractère nouveau, peut-être inattendu ou étonnant de cette construction. Alors, pourquoi ça va être très compliqué de résumer un peu toutes ces lignes de fracture, tous ces clashs, comme tu dis, Fania, parce que c'est dense quand même, mais je vais essayer quand même de donner quelques clés. Alors, pour résumer, l'homonationalisme, c'est une théorie introduite par Jasbir Puar, qui interroge la reconfiguration des rapports entre nations, sexualité et capitalisme, dans un contexte où il est devenu désirable pour les États-nations occidentaux de se penser gay-friendly. Ce qu'on sait moins en France sur cette théorisation, c'est qu'elle consiste également en une critique de l'intersectionnalité. Et on reprochera notamment à Puar aux États-Unis de reprendre, de faire sienne finalement les critiques hégémoniques de l'intersectionnalité. Notons aussi que d'autres critiques de l'intersectionnalité, je vais mettre ensuite les articles sur lesquels je me suis reposée dans le chat, mettent en avant sa disponibilité à l'institutionnalisation et à la marchandisation. Curieusement, en France, le monationalisme sera interprété comme une lecture intersectionnelle, ce qui dit beaucoup des anxiétés locales, quoi. Ce qui va notamment constituer un des motifs de son rejet. Donc là, on se situe à l'époque 2012 et compagnie, autour du mariage autour de, voilà, c'était un peu cette époque, le mariage pour tous, etc. Et donc, en étudiant un peu quelles ont été les positions de chaque, les positionnements quant à la réception de cette notion, j'ai remarqué que le nœud autour duquel se cristallisent les conflictualités de sens, c'est la question des espaces-temps politiques. Et donc, pour donner quelques exemples, et je suis vraiment désolée parce que je vais réduire un petit peu ça à un type de confrontation, alors qu'en fait, et je pense que Fania, après, tu vas apporter peut-être des éléments autres par rapport à l'antiracisme. Moi, je vais me résumer à ça. Mais du coup, lors d'une conférence autour des nationalismes sexuels en 2012, il y avait aussi eu d'ailleurs une controverse autour du racisme au sein de l'université lors de cette conférence. Didier Ribon, un intellectuel français, soutenait que les notions d'impérialisme sexuel et d'homonationalisme participent d'une compréhension dialectique de la temporalité de la lutte, soumettant la légitimité des luttes homosexuelles à l'évaluation de leur degré de participation à l'islamophobie. Ce qui est intéressant avec cette lecture, c'est qu'à cette époque-là, c'était plutôt les luttes antiracistes qui étaient évaluées à l'aune de leurs opinions sur les enjeux liés au féminisme et à l'homosexualité. Donc, à peu près au même moment, du côté du Parti des indigènes de la République, qui est un mouvement avec une approche monofocale dans l'antiracisme, son ex-présidente Ouria Boutelja forge la notion, à côté de la notion d'homonationalisme, un autre concept, l'homoracialisme, qui désigne une version domestique de l'impérialisme sexuel qui consiste en une injonction au coming out, ainsi qu'à l'articulation des rapports sociaux, c'est-à-dire le fait qu'on formule quelque part à l'antiracisme cette injonction à toujours articuler avec les enjeux de sexualité, etc. Donc son argument, même si souvent quand elle est critiquée, c'est sur son aspect culturaliste, son argument est aussi finalement un argument d'ordre stratégique, c'est-à-dire négocier avec le patriarcat indigène pour travailler à un horizon où les contraintes normatives, à terme, en tout cas hétérosexuelles ou homosexuelles, vont s'affaiblir. Et donc, c'était juste pour résumer, mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ces débats-là sur l'homonationalisme
nous renvoie à la question de la condition de l'admissibilité de la parole antiraciste, et notamment comment, dans cette période, elle reposait sur l'adéquation avec les normes sexuelles et un certain discours progressiste en matière de sexualité. Et Sirma Bilge reprenait notamment cette idée d'injonction à l'articulation des rapports sociaux et prévoyait que pour des raisons théoriques, activistes et parfois pédagogiques, la stratégie consistant à dissocier les rapports de domination peut se révéler être une nécessité contextuelle, notamment dans des contextes où le racisme fait l'objet d'un déni, et donc, notamment dans le cas français. Alors oui, quelque part, il n'y a rien de nouveau dans cette construction-là, mais en même temps, peut-être que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu quelque part un glissement des conditions d'admissibilité de la parole antiraciste, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'injonction à l'articulation, mais plutôt en ce qui concerne les enjeux de classe. Par exemple, dans ce que tu citais, Solène Brun, par rapport à Macron, enfin, le président de la République, il a soulevé il a mis en avant tout n'est pas question de couleur de peau et de genre, il est aussi question de classe sociale. Et c'est un discours qui commence à devenir vraiment... tout le monde s'est découvert marxiste actuellement en France. Et du coup, voilà, moi j'ai la sensation que peut-être tout ça nous signale quelque part un glissement des conditions d'acceptabilité du discours, de la parole antiraciste en France, et notamment en ce qui concerne ces articulations-là. Et alors, je ne sais pas s'il me reste du temps, Fania. Il me reste un peu de temps. Alors, pour en venir à la production de pensée extra-académique, il se trouve que au sein de ACG et beaucoup d'autres collectifs ont fait plutôt le choix de l'articulation des rapports sociaux. Moi, je pense que même il peut y avoir différentes stratégies qui cohabitent. On peut faire partie de certains espaces où on a des approches monofocales, quelque part, de la race, et puis d'autres, sans être totalement monofocales par ailleurs. Et du coup, on peut se poser la question si c'est pas... une politisation de l'intersectionnalité, une repolitisation de l'intersectionnalité à laquelle ont contribué un certain nombre de collectifs, y compris Moissy, y compris peut-être Assiégé, même si, voilà, qui fait que cette intersectionnalité a été constituée effectivement comme un ennemi, alors qu'il y a quelques années, ça n'était pas aussi évident. Et je pense aussi que il y a aussi une émergence de formes d'alliances d'alliances peut-être improbables dans la logique du pouvoir actuel, qui est hyper fémonationaliste, etc. Et qui fait que j'ai la sensation que dans ce rejet-là de l'intersectionnalité, il y a une crainte de ces formes d'alliances qui traversent quelque part les luttes minoritaires, et on voit s'installer actuellement un discours sur la tyrannie des minorités. Et je crois que le discours sur la tyrannie des minorités, il est vraiment, qui est en train de se développer actuellement dans l'espace médiatique, est vraiment lié à cette diabolisation-là de l'intersectionnalité. Et je crois que je peux m'arrêter là. You're good. Super. Merci beaucoup, Malek. Et en plus, on va continuer à se parler. Vous inquiétez pas, les personnes dans le public, il y aura un Q&A. Là, pour la deuxième partie, après ces points qui étaient importants, parce que c'est vraiment important. Et je reviens sur quelque chose. Hier, il y avait une room sur un fleet, je vois, une room sur Twitter. C'est la fonction Twitter qui est comme Clubhouse, mais sur Twitter, sur le post-débat Mélenchon-Zemmour, est-ce qu'il fallait débattre avec Zemmour? Et j'étais d'accord avec un militant, ami Youssef Brakni, qui disait qu'on a besoin de temps. Nous, on a besoin de temps parce que comme on produit des idées militantes qui ne sont pas des slogans, donc on a besoin de temps pour pouvoir dérouler. Donc, c'était important de laisser du temps à, j'ai perdu Kautar, à Kautar, Solène, Rose et Malek, de pouvoir mettre en avant une idée principale. Et là, maintenant, on va faire quelque chose un peu différent. Désolée, j'habite à Brooklyn et ça, c'est Brooklyn. En attendant que... Pour Brooklyn, non, totalement fini de gentrification, donc c'est ce qu'on aime bien à Brooklyn. Là, ce qu'on va faire, c'est que chacun des panélistes, chacun du pays va poser une question à l'autre pour entamer le débat, et comme ça vous laisse le temps. D'ici une dizaine de minutes, on va ouvrir pour les questions-réponses. Ça vous laisse le temps de penser à votre question
de pas être timide, de pas qu'on dise « Oh, personne n'a de question, personne n'a de question ». Donc là, faites comme si je vous l'ai dit. Qui est-ce qui a une question? Et en attendant, on va parler un peu ensemble. Et d'ici 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, vous pourrez poser vos questions. Donc moi, c'est qui pose la première question, qui est l'honneur de poser la première question à Malek sur sur ce que Kautar, mais Rose aussi disait, sur cette question de légitimité et sur la question de production de savoir depuis les marges. Malek est rédacteur en chef de ACG. J'ai fondé ACG. Je suis la directrice de publication de ACG. Et l'idée de ACG est venue à partir d'un groupe Facebook qui s'appelait Intersectionnalité non mixte, où on parlait des questions intersectionnelles, mais qu'avec des personnes non blanches. Après, ça c'est très drôle, mais vous devez lire l'article qui est dans l'ouvrage Feu abécédaire des féministes présents, comme ça vous aurez tous les détails. Après un clash, justement, il y a absolument de clash qu'il y a eu, non pas avec des conservateurs, hein, mais avec des féministes radicales, majoritairement blanches, mais radicales, sur cette question de pourquoi nous qui sommes des minorités sexuelles ou des minorités de genre non blanches, on n'avait pas le droit au féminisme aussi. Donc, c'était intéressant. Donc, Malek, ACG, comment ça se passe, mais ACG, mais aussi la conférence que tu as pu organiser sur les questions de sexualité, appareil 8, etc. Comment se passe la question de la légitimité, comment se passe la production de savoir dans les marges, avec moins de ressources, avec des personnes différentes, avec un contenu qui n'est pas universitaire, c'est-à-dire il n'y a pas parenthèse non année de citation, et sur ce que voilà, sur comment on fait le non-accès aux archives, mais aussi dire, il y a des choses qu'on dit, on ne peut pas les prouver comme… Ça, c'est quelque chose que je ne suis pas encore trop familier avec, le fait que prouver en sens social revient à citer quelqu'un qui a dit quelque chose d'autre et que les canons, c'est des mecs plus ou moins blancs qui sont morts et qui parlent tout seuls hein, dans leur livre, parce que voilà. Donc, comment on fait pour dire quelque chose sans… pouvoir le prouver de manière universitaire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur la production de savoir dans les marges? Alors, c'est une question intéressante. Je pense qu'il y a plein de façons d'y répondre. Alors d'abord, si on devait y répondre parallèlement à tout ce qui se passe en ce moment avec ces polémiques, je pense que ce qui est très frustrant, c'est que quelque part, il y avait déjà des critiques de certaines appropriations de l'intersectionnalité. Ça, tu le mets en avant, notamment dans ton article dans Feu, Fania, il me semble, du fait qu'il y a des réductions, enfin, il y a eu des approches réductives quelque part, enfin, qui réduisent l'intersectionnalité à une dimension très identitaire, etc., etc. Et qu'il y avait déjà des critiques de ces dimensions-là dans nos rangs, quelque part, et dans la production en dehors de l'université, etc. Et que, quelque part, ce que ça fait, cette polarisation du débat, etc., c'est nous déposséder quelque part de nos propres critiques. Et c'est un peu, c'est pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Solène Brun, c'est-à-dire quand on est obligé de se positionner un peu de façon réactive par rapport à ces polémiques-là, alors que donc il y a déjà cet aspect-là. Après, la production elle est très précaire parce qu'on n'a pas de financement. Je pense qu'on pourra pas prétendre, et encore de moins en moins, aux subventions avec la ligne politique de ACG. Ça va être impossible. En plus, on est en non-mixité, donc là, avec les attaques qu'il y a eu vis-à-vis de la non-mixité, ça va être impossible. Donc en fait, tout se fait avec beaucoup de bricolage. Donc c'est toujours un peu frustrant parce que ces conditions-là de production de la revue, elles ne sont pas toujours prises en compte dans les critiques, dans la réception de la revue, alors que le processus fait entièrement partie du projet politique, c'est-à-dire qu'on se forme en faisant, on n'est pas… clairement, on s'est tous formés en faisant les choses, quoi, sans avoir… et c'est ça qui était vraiment passionnant et qui nous permet d'inventer d'autres façons de faire aussi parfois. Mais ça reste hyper précaire, mais hyper stimulant. Et alors, je ne sais pas si j'ai répondu très bien à ta question, Fania. Si, tu as répondu à ma question, donc tu peux aller avec celle pour Rose. C'était assez clair. En résumé,
on n'a pas d'argent, mais on fait des trucs. Donc, si vous voulez nous soutenir, allez sur le site d'ACG et faites que vos bibliothèques commandent cette revue qui est vraiment mieux que 98% des trucs qui sont dans cette bibliothèque. Merci beaucoup. Et moi, je peux poser ma question du coup maintenant? Ok. Alors moi, ma question, c'était pour Rose. Et du coup, je voulais te faire réagir par rapport à un article que tu as coécrit. Les féministes des marges peuvent-elles parler? Retour sur un échec académique et ses implications épistémologiques et politiques. Et dans cet article, vous invitez à penser ce que ça signifie que d'être une présence minoritaire au sein de l'université. Et je voulais savoir où est-ce que tu en étais par rapport à ça dans tes réflexions. Je vais mettre le truc dans l'article. Ok, merci. Alors, donc c'est toujours work in progress. Je continue à y réfléchir parce qu'en fait, je pense que de toutes les façons, en étant minoritaire et minorisé, dans ces contextes, on ne peut pas... Enfin, il ne peut rien y avoir de fixe, donc il faut pouvoir penser la fluidité aussi, d'autant plus que tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Solène ou Kautar qui parlait de la manière de penser la production de savoir très blanche. Il y a un côté très fixe de la pensée, d'une certaine pensée blanche bourgeoise, et donc moi, je plaide plutôt pour la fluidité. Et donc, en gros, effectivement, dans l'article, je crois que la dernière partie, c'est sur justement construire des présences minoritaires résilientes à l'université. Et pour ma part, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Quel est le contenu de cette résilience-là à l'université? C'est que je m'assigne 3 missions. J'assigne 3 missions à ma présence à l'université, qui revient en gros à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire braconner. Voilà, c'est d'abord d'être toujours dans ce processus de décolonisation des savoirs, c'est-à-dire de pouvoir construire des savoirs centrés sur les approches marginales, les savoirs marginaux. Dans mes cours, ça passe, pour donner un exemple concret, j'ai enseigné 2 ans à Rouen, et un de mes cours, enfin, il y a 2 cours qui étaient particulièrement intéressants pour moi à faire. C'était un cours sur les enjeux politique contemporain en France, où j'ai remis la question de la colonisation, de la colonialité et de la race dedans. Et mes étudiants étaient absolument, enfin, ils ont eu vraiment des réactions plutôt enchantées parce que alors, les racisés étaient contents d'avoir leur histoire qui était enfin validée. Et puis, les non-racisés, les étudiants blancs, beaucoup découvraient une histoire qu'ils ne connaissaient pas et me remerciaient pour ça. Donc, comme quoi, en fait, les politiques ont leur tension, mais ça ne veut pas dire que les étudiants ont les mêmes. Donc, il y a cette première partie-là, cette première mission de réhabiliter vraiment les pensées, les expériences occultées, ostracisées. La deuxième mission, c'est élargir l'espace. C'est-à-dire que concrètement, être seul, pour moi, ce n'est pas intéressant. Être la première, ok, c'est bien, mais en fait, je pense qu'on ne peut pas arriver à faire quelque chose toute seule. Et donc, c'est de faire ce que, par exemple, des personnes comme Jacqueline Couty, comme Sylviane Larcher, on en a parlé tout à l'heure, que je considère comme moi, je dis mes étoiles dans l'académie, mais c'est des véritables grandes sœurs, ont fait, c'est-à-dire, elles m'ont tenu la main. Là, je suis, on va dire, presque arrivée. Et bien, en fait, c'est de continuer ça et d'ouvrir, d'élargir l'espace pour que de plus en plus de sœurs arrivent dans l'académie, pour qu'on puisse avoir des discussions, mais aussi des disputes. Parce qu'on n'est pas obligé, toutes et tous, de penser la même chose. Il faut qu'on puisse avoir aussi des discussions, mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Donc, c'est de ne surtout pas jouer la gatekeeper, vraiment. Voilà. Et la dernière mission, c'est une mission qui consiste à circuler. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, assumer pour moi la dimension politique de la production du savoir, c'est aussi d'assumer, d'investir et d'être complètement ancré dans les espaces militants. Ça a été le cas en France, enfin ça l'est toujours. C'est aussi le cas au Cameroun. Et donc, c'est de circuler entre les espaces militants et l'espace académique, et pas juste circuler comme ça, mais c'est de les faire communiquer. C'est-à-dire, je dis toujours que ma recherche nourrit mes pratiques académiques et mon expérience, et mes pratiques académiques et mon expérience vont nourrir aussi ma recherche et ma manière d'enseigner. Et pour finir, par exemple, le dernier exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est que quand le confinement a commencé, je ne savais pas comment gérer mes étudiants et je sentais bien qu'il y avait des tensions en eux en distanciel. Et ben, j'ai repris quelque chose qu'on faisait chez Soche, que j'ai cofondé, où j'ai milité jusqu'à cette année, jusqu'à je suis partie, qui était la météo des humeurs. Et donc, avant de commencer le cours, je faisais la météo des humeurs avec mes étudiants et mes étudiantes. Et il se trouve qu'à la fin de l'année,
toutes et tous m'ont dit, il y avait des moments où ils ne répondaient pas, mais ils m'ont dit merci, parce que même quand on ne répondait pas, le fait que vous ayez instauré ça systématiquement à tous les cours, ben, on s'est senti écouté, on s'est senti précieux, on s'est senti considéré. Donc voilà. Merci, Rose. Tu avais une question pour Kautar, je crois. Je crois que j'ai mieux. OK. Donc, j'ai une question pour Kautar, c'est par rapport justement à cette question de l'intersectionnalité et du blanchiment, qui serait une question qui reviendrait un peu à penser justement à quoi peut servir l'intersectionnalité et c'est relier ça avec un certain discours, parce que l'intersectionnalité, ce que je pense, ça vient aussi titiller, c'est la question de l'universalisme. Qui est une question sur laquelle on discute en France. Moi, de plus en plus, je suis absolument pas du tout universaliste, voilà, c'est pas du tout ma cam, mais c'est de demander si tu pensais que cette intersectionnalité veut être considérée comme un outil, en fait, qui vient justement dévoiler ce que le politologue Issa Ali Moussa a appelé la duplicité des Lumières et la duplicité donc de l'universalisme, qui consistait justement en ce double discours de, d'une part, parler d'émancipation, de lumière, etc., et d'autre part, coloniser, asservir les personnes, notamment non blanches, non bourgeoises, etc. Kautar, tu es sur mute. Kautar, tu es sur mute. Et juste pour dire, Kautar et Solène qui a répondu, comme on va essayer de terminer ce round à 40 pile, donc 1 minute pour répondre, et comme ça, on prend vos questions. Vous pouvez lever la main, les gens qui veulent poser des questions. On va répondre en 1 minute chacun. Merci pour ta question, Rose. Par rapport à cette idée de duplicité ou cette idée selon laquelle l'intersectionnalité ou des critiques ou des formes de savoir critique viendraient révéler quelque chose, viendraient dévoiler ce qui est caché, et sur lequel, c'est des présupposés sur lesquels une très grande partie de la sociologie des dominations, par exemple, repose. Pour ma part, c'est quelque chose avec lequel j'ai de plus en plus de difficultés, parce qu'il me semble que lorsqu'on observe ce qui se passe autour de nous, les choses ne sont plus du tout cachées, les choses ne sont pas dites forcément de manière duplice. Au contraire, je crois qu'on est dans une vraie période où les choses sont de plus en plus clairement posées sur la table, ce qui construit un autre type de rapport de pouvoir et de rapport de force. Donc, pour ma part, l'hypothèse que j'émettrais, c'est l'idée selon laquelle il y a quelque chose dans l'idée que les racisés soient des êtres de pensée, soient des êtres doués d'humanité, soient des êtres doués de réflexivité qui est absolument inacceptable aux yeux de toute une organisation, aux yeux de tout un système. Et je crois que le deuxième élément qu'il faut absolument lier à ça, c'est, il me semble que les racisés ou les minorités raciales, on en a toujours parlé, même si elles sont aux marges. En vérité, ce sont des marges qui sont au centre des débats publics. Donc, ça dit aussi que la métaphore topographique n'est pas toujours la plus évidente. Mais il me semble que ce qui est de plus en plus intolérable et absolument impardonnable, c'est que les groupes dominants soient tout d'un coup des groupes qui sont nommés, des groupes qui sont eux-mêmes étudiés, des groupes qui sont qu'eux-mêmes définis et qui sont eux-mêmes critiqués. Si vous reprenez, et je terminerai sur ça, l'article de Colette Guillaumin sur ce qu'est une minorité, et donc du coup ce qu'est en parallèle une majorité. Colette Guillaumin, elle dit la majorité, on ne sait pas véritablement c'est quoi la majorité, c'est extrêmement difficile à définir ce qui est majoritaire. Mais il me semble qu'on est de plus en plus en train de penser la question majoritaire, qu'on est de plus en plus en train de penser et les phénomènes de minoration et les phénomènes de majoration, et que c'est absolument insupportable pour certains groupes sociaux d'être nommés, c'est-à-dire de ne bénéficier que d'un seul nom et de ne plus avoir à leur disposition l'ensemble des noms
de l'univers et donc du coup d'être dépourvu d'une certaine forme d'universel et d'universalité. Donc c'est par là que je raccrocherai à ta question sur l'universel, Rose. Et Kautar, tu avais une question pour Solène. Oui, et j'avais une question pour Solène. Ma question est la suivante. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire, à partir de ta propre intervention, quelles sont les formes de stratégies que tu as pu mettre en place ou que tu cherches à mettre en place pour essayer justement de travailler avec ces différentes notions qui sont des notions socialement encore infamantes? Comment est-ce que tu travaillerais dans ton cas, dans ton expérience propre avec cette idée-là? Merci beaucoup pour cette question, qui est une question compliquée à laquelle je vais essayer de répondre le plus rapidement possible pour qu'on passe à la suite des questions. Quand j'ai réfléchi un peu à ça, moi, je me suis aperçue que j'avais eu aussi évidemment plusieurs stratégies. Je pense que je suis passée d'une stratégie notamment au début, quand j'étais encore en master, que j'écrivais un mémoire. Je me rappelle que j'avais par exemple fait tout un truc sur l'intersectionnalité où j'essayais justement de le raccrocher à une tradition française qui, en effet, a pas ignoré complètement l'articulation des rapports sociaux, notamment le féminisme matérialiste blanc, à penser, alors en évacuant la race, si on met Guillaumin à part, mais la plupart ont évacué la race, mais ont quand même pensé l'articulation classe-genre. Et d'ailleurs, on a Daniel Kergoat qui a pensé la consubstantialité des rapports sociaux. Alors évidemment, il y a des débats sur comment ça se recoupe, mais quand même, grosso modo, c'est très proche de ce que Crenshaw entendait par intersectionnalité. Donc, il y a toute une période où je faisais plutôt ça, où j'essayais vraiment de me raccrocher à des autrices françaises pour essayer de dire, mais finalement, essayer d'éviter à l'accusation d'importation. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que peu à peu, j'ai abandonné le concept d'intersectionnalité. C'est-à-dire que moi, je ne l'utilise pas tant dans mes travaux. Moi, je travaille sur la race. Évidemment, je pense, j'espère, faire de l'articulation des rapports sociaux en pratique. C'est-à-dire que, évidemment, que j'essaye d'être le plus attentif possible à la diversité des rapports sociaux, des rapports de pouvoir et comment ils s'articulent dans les vies réelles, et donc de faire ce travail-là. Mais y compris, ça va être, c'est vrai, hein, de polisser en partie les choses, et donc à certains moments de me dire, si je n'utilise pas le concept, tant que je le mets en pratique, si je n'utilise pas l'outil, mais si je ne le nomme pas, si je le mets en pratique, ça peut marcher. Et peut-être pour terminer là-dessus, pour l'instant, moi, j'ai fait le choix dans ma thèse et de continuer à nommer la race de manière très claire dans mes travaux. Bon, quelque chose qui me frappe aussi sur ce panel, c'est, sauf erreur de ma part, aucune d'entre nous n'a de poste de titulaire en France. Et donc, je veux dire, voilà. Est-ce une stratégie qui marche? Je n'en sais rien. Je n'ai toujours pas de poste. Donc, voilà. Quel échec, quel échec. Quel échec. Solène, tu avais une question pour moi, et après, Malek, tu pourras répondre à la question de Denis, qui est le seul. Parce que en plus, il y a plein d'universitaires là qui tout le temps harcèlent leurs étudiants pour participer. Et là, une seule question de Denis. Donc, Solène, tu avais une question pour moi. Ouais, mais moi, Fania, donc pour toi, moi, je trouve que ce serait intéressant si tu pouvais me dire un peu plus de ta position assez particulière, donc de femme noire, française, d'origine haïtienne, exilée aux États-Unis et faisant des recherches aux États-Unis. Je trouve que sur ce point de vue, sur les circulations des concepts, sur un peu les clashs, les clivages, etc., si tu peux nous dire ce que ça te donne comme position particulière, et comment toi aussi, depuis les États-Unis, tu vois un peu ce qui se passe chez nous en France. Voilà. Ah là là, donc depuis les États-Unis, mais depuis la France aussi, ça a l'air un bourbier, la France. C'était un bourbier aussi quand j'étais, un vrai bourbier. Et après, oui, la position particulière, c'est que moi, je suis partie parce que je ne me rappelle plus le titre de l'article, Malek, le mec de l'Express, qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Et il a fait tout un article. Patient zéro de la non-mixité.
Et voilà, c'est ça. C'est tout un article dans l'Express où elle dit j'étais le patient zéro de la non-mixité. Il a pris beaucoup de temps sur ma vie. Même moi, je ne suis pas autant intéressée à ma propre existence. Donc voilà, je suis partie. Je suis partie au Canada, mais c'était vraiment trop froid, vraiment, vraiment trop froid. Et après, j'ai rejoint l'université parce que j'avais besoin de temps. Donc là, le PhD, c'est vraiment avoir 4 ans, 4 ans et demi. J'espère 4 ans, juste pour le temps, pour réfléchir, etc. Mais ce qui me permet de voir, ça me permet d'avoir, de voir toutes les tensions qu'il y a entre le monde militant et le monde universitaire. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le monde militant, mais en étant dans le monde universitaire, je pense que les militants ont au moins une qualité que les universitaires n'ont pas, c'est qu'on a essayé. On a échoué, il y a beaucoup de fois où on a échoué, mais on essaye. On a essayé. Donc, quand je vois plein de concepts, de machins, à être parlé, etc., et moi, je suis là, je dis oui, mais on a essayé. On essaye et ça marche pas, en fait. Pratiquement, ça ne marche pas. Donc, là, je vois ça et je pense qu'il y a des incompréhensions qui sont faites dans l'université où les gens pensent qu'ils peuvent être, je ne sais pas, Amir Cabral ou Walter Honnet, sans penser au contexte. Enfin, qu'il y avait des contextes qui ont fait advenir Assata Shakur, Walter Honnet, Toussaint Louverture. Il y a des contextes historiques et ces contextes historiques, ce n'est pas des panels, des machins, des syllabus, etc. Donc, c'est pas ça. Donc, je pense que ça me donne ça. Mais ça permet aussi de circulation et ça permet aussi d'avoir quelque chose que je pense que ça explique beaucoup d'attaques. Maintenant, les attaques que je subis sont moins fortes que quand j'étais en France, mais elles sont d'un différent type. Parce qu'on ne peut pas juste délégitimer tout. Parce que si on délégitime tout, on dit juste que tout est nul, que New School c'est nul, que l'université c'est nul. Donc, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on doit dire, c'est OK, on reconnaît que ces institutions ont de la valeur, mais elles le font parce qu'elles sont contre la France et que Fania Noël, maintenant c'est le nouveau truc, Fania Noël est financée par la France. Bon, s'ils savaient la pauvreté de l'université, je pense qu'ils ne diraient pas ça, mais bon, Fania Noël est financée par la France, par les États-Unis pour combattre la France, etc. Donc ça, c'est ça parce qu'on ne peut pas délégitimer. Alors qu'avant, quand j'étais juste militante, et je suis encore militante, c'était bon, de toute façon, ces gens, on n'est même pas sûr qu'ils savent lire. On sait qu'elle est partie à la Sorbonne, mais est-ce qu'ils savent lire des gens de l'université? Ça ne sert à rien. Donc, on voit ça. Donc, je pense que c'était ça c'est ça le changement. Et la circulation, c'est important parce que le fait d'avoir été en France, maintenant je suis aux États-Unis et je suis partie du board directeur d'une organisation Black Feminist Future, qui est une grosse organisation Black Feminist ici, ça permet de circuler et l'Internet, merci les télécommunications, font aussi que les mensonges produits par la structure ne passent pas. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de Noirs américains et toutes les organisations noires américaines radicales savent très bien que oui, il y a du racisme en France, oui. Et ils sont au courant de ça. Donc, c'est-à-dire que la fabrication ne passe plus autant. Donc, voilà. Malek, je vais te laisser répondre à la question de Denis. OK, il est 47. On était censé finir à 45. On va juste prendre 3 minutes de plus. Et après, on va prendre la Fela Hadj Kadour. Je pense que c'est ça. Je vais répondre très rapidement, si tu veux. Oui. Oui. J'ai mis un article dans le chat, mais je faisais référence à notamment, il n'y a pas que lui, mais il y a Onfray qui récemment sortait beaucoup ce mantra de la tyrannie des minorités, notamment en se référant à Tocqueville, en disant non, en fait, finalement, la démocratie américaine, c'est pas la tyrannie de la majorité, mais c'est la tyrannie des minorités, et voilà, avec tout ce truc d'importation, etc. Donc, c'est quelque chose à suivre, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment avec la candidature de Zemmour aussi. C'est un thème. Oui, et c'est en lien avec ce que je pense que c'est ça que ce que Solène disait, c'est que maintenant, c'est plus que la question raciale, c'est les minorités. Et on a vu avec comment les gens essayent de faire des liens avec, par exemple, Alice Coffin, qui est très souvent harcelée, et la sphère de tous ce qu'ils appellent les racialistes, etc. Donc maintenant, c'est toutes les minorités, et je pense que c'est assez intéressant de voir ça. Donc, Fela Hadj Kadour, si vous pouvez mettre soit votre question dans le chat, mais si vous voulez la poser en audio assez rapidement.
Oui, est-ce que je peux la poser en audio? Et oui, oui, voilà, oui. Oui, bah, merci beaucoup pour le panel. C'est moins une question, juste un commentaire slash une continuité de réflexion, notamment l'intervention de Solène Brun. Moi, je parle d'une position d'immigré qui vit au Québec. Et je trouve que ce qui se passe en France résonne beaucoup, beaucoup avec ce qui se passe ici. Et je pense que l'une des solutions serait éventuellement de construire en fait cette relation transnationale entre les racisés, en tout cas les militants ici au Québec et en France, parce que je ne savais pas que le mot woke était arrivé en métropole, mais c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans les discours au Québec pour disqualifier les antiracistes et les personnes racisées, qui a été créé notamment par un polémiste qui s'appelle Mathieu Bocoté, qui s'est installé en France récemment. Donc il y a beaucoup de circulation de leur côté, donc ça serait bien aussi qu'il y ait de circulation d'une autre. Et voilà, c'était juste ce commentaire-là que je voulais faire. Je pense qu'il y a la circulation parce que moi, je suis aux États-Unis, Rose est au Canada. Maboula Soumoro, par exemple, a fait ses études, son PhD aux États-Unis, elle est revenue. Kautar était aux États-Unis il y a 2 ans, je pense, c'est ça. Kautar était aux États-Unis il y a 2 ans. Bon, la circulation, ça c'est assez drôle. J'en parlais à un journaliste récemment, il disait oui, il y a beaucoup de gens qui partent aux États-Unis ou au Canada, des chercheurs, des militants, etc. Et après, c'est très drôle parce qu'en fait, la France, là, elle vient de mettre Joséphine Baker au Panthéon et elle s'enorgueillit. Waouh, il y a un proverbe haïtien qui dit l'anglais pas pour nous, qui dit que le français c'est pas à nous, donc c'est pour ça qu'on bute. Là, on va venir me remettre les français de papier, là. Je bute beaucoup aujourd'hui sur le français. Bref, donc ils ont mis Joséphine Baker au Panthéon pendant qu'il y a tous ces attaques racistes de l'État, les racialistes, les machins, etc., qu'on a été menacés plusieurs fois. Moissy, donc pendant qu'ils mettent Joséphine Baker, ils essayent de trouver un moyen pour faire en sorte que Moissy n'existe pas ou que d'autres organisations noires n'existent pas. Donc voilà, et ils disaient, et ils sont orgueilleux de ça, que les Noirs américains sont venus ici en France pour se protéger du racisme états-unien, etc. Mais je pense que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que bien sûr, il y avait Joséphine Baker, il y avait Baldwin, mais ils sont venus vivre Emily in Paris, là, le show de Netflix. Ils ne sont pas venus dans le cadre de trouver des institutions de production intellectuelle de pensée. Alors que les mouvements de circulation des personnes non blanches, qu'elles soient noires ou arabes, qui quittent la France pour aller aux États-Unis, au Canada, vont rejoindre des institutions où ils pensent qu'elles peuvent produire de la pensée. Donc, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un mouvement massif des Noirs américains ou latino-américains ou du Canada venir en France pour rejoindre la Sorbonne, Sciences Po, machin, etc., pour produire de la pensée. Donc, ça dit quelque chose qu'ils ne veulent pas s'avouer, de dire qu'on est le pays, voilà, mais qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Donc, s'ils sont autant sur Baldwin, sur Joséphine Baker, qui date de 3 décennies et pas actuellement, ça veut dire qu'actuellement, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple actuellement de Noirs américains qui quittent pour rejoindre les universités françaises. Donc, je pense que ça dit quelque chose. Et il y a des circulations, il y a du travail. Moi, je pense que les mouvements de féminisme noir travaillent vraiment en coalition. Moi, si, par exemple, fait un Afro-Femme Tour. Et elles partent partout en Europe. Donc, il y a du travail, mais ça, c'est vraiment lié, c'est vraiment une tradition, je pense, qui est extrêmement forte dans les mouvements noirs, internationalistes et dû au panafricanisme, par exemple. Mais il y a du transnational et des circulations qui sont faites. Mais je pense que c'est important de penser que la circulation qui est faite vers la France, c'est souvent les choses mal recyclées qui viennent du Canada ou des États-Unis. Donc, c'est un peu drôle. Ouais. Je peux me permettre de rajouter quelque chose très rapidement là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment intéressant, ces circulations, comme dit Fania, je pense qu'il ne faut pas les minimiser, il y en a, même si je pense qu'il faut qu'on continue à essayer de construire du commun sur comment on fait face à ce qui se passe. Je pense qu'en vrai, la France est quand même un assez bon laboratoire de la virulence des attaques. Il y a aussi plusieurs particularités, à mon avis, en France qu'il faut garder en tête, des circulations des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les questions de race en France vers les États-Unis, vers le Canada, etc., comme tu le dis, Fania. Il faut aussi dire que ce sont en partie des circulations qui sont contraintes par la situation catastrophique ici, comme tu le disais, qui sont contraintes par le racisme, qui sont contraintes par l'incapacité de mener des recherches sur ces sujets. Et donc, beaucoup de nos chercheurs et chercheuses extrêmement brillantes sont obligés de partir, parfois, je veux dire le fond de mon cœur, mais parfois auraient bien voulu rester, ils sont obligés de partir parce que c'est impossible de travailler
en France. Et par ailleurs, il faut souligner, à mon avis, même si évidemment je suis et je resterai extrêmement attachée au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la particularité de la France, c'est aussi que dans sa très très forte centralisation et dans le fait qu'on travaille dans le public, le ministère a quand même directement la main sur la publication des postes, sur le fléchage de ces postes-là, sur les recrutements, ce qui évidemment nous complique fortement la tâche et rend de manière très directement politique et très directement étatique la question de nos recherches, pour le meilleur et pour le pire aussi, il me semble. En ce moment, c'est vraiment le pire. Hein. C'est très, c'est très souvent le pire. Et je pense qu'on peut rebondir sur ça, sur l'idée, c'est mon côté anarchique, sur l'idée de est-ce qu'il faut qu'une pensée radicale désinvestisse l'État et mette l'État, le service public, l'État, etc., sur le banc des problèmes qui ne vont pas en termes de production de ça. Et je pense qu'un des problèmes de la gauche qu'on a, c'est cette sacralisation de l'État comme ne produisant que du bien, que du bien, etc. et par la mise en question. Donc, il y a une dernière question pour Kauta. Donc, avant qu'on ne prenne pas du temps sur le prochain panel, quel rôle de la littérature, la vôtre et en général, peut-elle jouer dans ces débats autour de l'intersectionnalité? Merci pour la question. C'est une vraie question que je me pose depuis des années et que je me pose de plus en plus, évidemment, ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis que mon récit autobiographique a été publié. Disons que pour faire une réponse à la fois très courte et très claire aussi, puisque c'est un peu les choses sur lesquelles je travaille en ce moment, je crois que le plus important, et on le ressent tous, c'est de créer des espaces et de créer des espaces qui soient nos espaces, c'est-à-dire sur lesquels nous avons un minimum de contrôle par rapport à la fois à ce que nous y disons, mais aussi par rapport à la possibilité de dire des choses avec d'autres. Et c'est évident que dans mon rapport à la création littéraire, s'il faut employer ce terme-là, j'ai de plus en plus tendance ces derniers temps à vouloir en faire une forme de tribune collective, partant du principe que les possibilités de notre expression et les possibilités de notre participation au débat public sont à la fois extrêmement limitées, extrêmement contrôlées et extrêmement coûteuses en termes de soucis, de problèmes qui peuvent se passer, qui peuvent se produire par la suite. Je pense notamment aussi aux logiques de disqualification, à la question des réputations, etc. Donc la littérature me semble permettre cela, a fortiori si on l'inscrit dans un héritage plus ancien, mais créer des espaces supplémentaires et réussir à dire des choses de manière claire, de manière frontale. Et ça me fait penser à un article critique qui a été publié sur mon texte il y a 2 jours, je crois, ou peut-être ce matin, je ne sais plus, mais où effectivement mon premier réflexe, en remerciant la personne qui était à l'origine de cet article critique, c'était tout d'abord de dire que j'étais très touchée, évidemment, mais c'est que j'étais touchée aussi d'un point de vue quasi politique, c'est-à-dire que les articles critiques qui respectent le fait que vous avez essayé de placer au centre de votre travail la question raciale et qui le reconnaissent et qui ne le nient pas et qui ne l'effacent pas, qui ne le marginalisent pas, sont extrêmement rares. Et moi, je prends ça comme des formes d'avancée. Donc, je pense qu'il faut absolument tout faire, même si c'est très compliqué, mais tous les espaces doivent être investis et investis bien évidemment avec un sens politique aigu, c'est-à-dire voilà, par rapport à la question des débats sur la méritocratie, sur les transfuges, ceux qui nous suivent un peu sur Twitter, Fania, Rose, Solène voient très bien de quoi je parle, mais je veux dire, là, il faut gagner du temps maintenant, il faut arrêter de revenir sans cesse en arrière, vous savez, comme les mélancoliques qui n'arrêtent pas de se retourner sur le chemin, il faut avancer beaucoup plus fermement maintenant. Donc avec mes textes littéraires, j'essaye aussi de manière très modeste de contribuer à cela, de dire ceci n'est pas notre question ou ceci n'est pas ma question est celle-là. Et ça, c'est à mon sens une transformation importante.
Merci beaucoup, Kautar, et merci à tout le monde. Voilà, il est 10h59. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ce panel avec des personnes. Donc, maintenant, comme dirait Kautar, il faut avancer et pas et refuser certains débats et assumer certaines choses. Moi, j'ai assumé que ce Exactement. panel n'est que des personnes non blanches. J'ai assumé que ce panel soit avec des personnes que je connais, dont je respecte le travail. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, je pense qu'il faudrait investir, il faudrait désinvestir le fait de penser que l'université est un endroit radical et révolutionnaire, et investir ce qu'on peut faire. Et parmi les choses qu'on peut faire, c'est le guérilla intellectualisme de Walter Rodney. Ça veut dire extraire, vulgariser et accompagner les luttes tant qu'on peut. Et d'ailleurs, le dernier épisode de mon podcast, qui est disponible en français et en anglais. Il y a la version anglaise aussi. Vous allez dessus, vous trouvez la version en anglais, qui s'appelle Guerilla Intellectualism, et qui est une conversation avec une autre doctorante noire à Princeton Theological Seminary sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'intérieur de l'université. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci Siam, merci Denis de nous avoir permis de faire ce panel, et j'espère, on va suivre les autres panels, et j'espère que vous avez passé une très bonne journée.